Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Et première petite chose à dire, je suis désolé pour toutes les personnes qui ne sont pas fans de Ducati. Nous avons souffert ce week-end. 99% du temps d'écran était occupé par des Ducati ou des pilotes Ducati. Donc bon, que ce soit les conférences de presse, sur la piste, à l'arrivée, le podium, tout a été pour Ducati ce week-end. En même temps, est-ce que ce n'est pas un peu normal quand on voit qu'il pulvérise absolument toute la concurrence? Pourquoi pas? Mais en attendant, parlons de la plus grosse catastrophe de la saison, la honte de l'année, une disaster class de bout en bout sur cette course du dimanche. Parlons pour la première fois non pas de Honda, mais bien de KTM. Nous marquons l'histoire dans ces BRK de 2024. Nous commençons par KTM. Il y a beaucoup trop de choses à dire pour seulement 5 tours d'effectués. Et oui, 5 tours d'effectués parce que bon, entre Binder, entre Acosta qui tombe, Jack Miller qui perd tout, Augusto Fernandez, est-ce qu'on peut parler d'une faute professionnelle pour Fernandez? Peut-être. Franchement, il est derrière tout le monde, mais à toutes les courses, c'est pire que les Honda alors qu'il a la deuxième meilleure moto du plateau. Car oui, je pense que la KTM est au-dessus de la Aprilia, notamment sur ses dernières courses. Mais bon, allez regarder la vidéo de samedi, là où je fais des éloges à KTM, là où je suis satisfait du travail proposé depuis Misano 1, où il y a eu des erreurs aussi, mais Misano 2, ça a l'air d'être mieux entre la qualification, la course sprint qui est parfaitement réussie pour les deux pilotes forts de chez KTM, Acosta et Binder. Et là, après le départ, encore une fois, bon départ de Binder, Acosta qui se lance plutôt bien, mais là, de comment m'énerver encore plus en fait que Brad Binder qui part à la faute, c'est trop. Voilà, c'est trop pour moi, c'est beaucoup trop. Brad Binder en MotoGP depuis plusieurs années, à la tête d'un projet, d'un constructeur, la deuxième force du plateau, KTM sur qui on a mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, de qui on essaye de protéger à chaque fois en disant c'est la moto, c'est la saison, ceci, cela, c'est un talent pur. Oui, Brad Binder est très fort. Oui, il a beaucoup de talent. Mais là, il y a clairement un problème quelque part et ce n'est plus la moto, ce n'est plus ceci. La moto, on a bien compris qu'il ne pouvait pas se battre avec Ducati. Donc, c'est Brad Binder. Là, très clairement, Brad Binder, il joue au coude à coude avec Acosta. Au championnat, ils sont en train de se battre alors qu'Acosta, il est rookie. Dans tous les cas, Brad Binder, voilà, ça a beaucoup énervé. Je ne vais pas en parler pendant 3 heures parce que là, malgré le très peu de tours d'Acosta et de Brad Binder, j'ai envie d'en parler toute la vidéo pendant une demi-heure. Mais Brad Binder, voilà, c'est une faute, c'est son erreur. En plus, il le dit, hein, c'est pas une faute de la moto, c'est pas un problème de pneumatique, c'est pas quoi que ce soit. Il essaye de suivre le rythme. Petite erreur de pilotage, mais c'est l'erreur de trop selon moi. Voilà, on a passé la barre de la limite largement à partir de ce moment de la saison. Oui, il n'y a plus rien à aller chercher au niveau du championnat pilote, mais il y a toujours le championnat constructeur et écurie qui sont en jeu. Si on pouvait éviter pour KTM de se faire humilier par Aprilia parce qu'on n'arrive pas à terminer les courses, ça m'arrangerait. Du côté d'Acosta, c'est un peu différent. Acosta, c'est sa saison rookie, donc il est en apprentissage, il est chez Tech 3. Je passe l'éponge pour cette saison. Il n'a absolument rien à gagner, rien à perdre qu'il soit premier ou 17e. Dans tous les cas, ça va donner la même chose, mais c'est vrai que là, on est sur 2 courses consécutives où on tombe 2 fois de suite. C'est un petit peu embêtant, mais bon. Cette année, je passe l'éponge. On va dire qu'on verra l'année prochaine en sachant qu'il sera à la tête du projet, pilote numéro 1, futur pépite, normalement champion du monde. Pas l'année prochaine champion du monde, hein, mais normalement dans le futur champion du monde. Là, pour le coup, j'aurai beaucoup moins de gentillesse, on va dire beaucoup moins de disponibilité, de patience pour Pedro Acosta, comme Brad Binder. Actuellement, Brad Binder, bon voilà, la patience a totalement disparu. Pedro Acosta, cette saison, bon tant pis, il peut pas jouer le titre de toute manière. Il est chez Tech 3, il a absolument rien à prouver. On a vu qu'il était très rapide, très bon. Donc, qu'il tente, qu'il essaye, tant pis pour les chutes, ce n'est pas très grave. C'est décevant, tout le monde est déçu forcément, mais personnellement, je passe l'éponge, notamment pour le reste de la saison. J'attends juste des coups d'éclat, de beaux résultats, mais l'année prochaine, j'ai Pedro Acosta à l'œil. Voilà. Bon bah, j'ai envie de continuer à en parler. On pourrait parler des améliorations apportées pour KTM et tout ça, mais on en parlera une autre fois, en Indonésie notamment, s'ils font un bon résultat.
parce que là, j'ai envie de parler de Honda. Là, il y a du positif, là, il y a des choses à dire et c'était intéressant. Donc, parlons de Honda. Ah bah là, ça fait du bien là. On sort de notre zone de confort. Enfin, Honda n'est plus dernier. Ça fait plaisir. Un bon week-end car oui, positif et Honda dans la même phrase en 2024. Ça n'arrive jamais finalement. Ça n'est jamais arrivé. Mais là, Juan Mir 11e, Luca Marini 12e, Johann Zarco 15e, 3 motos, 3 Honda dans les points. Beaucoup de points rapportés ce week-end par Honda. Ah, libération, enfin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 semaines de ça, nous avions eu le premier week-end à Misano et juste après ce week-end-là, nous avions eu des tests. Des tests organisés par la MotoGP, donc ce n'étaient pas des tests privés pour 1 ou 2 constructeurs seulement, mais là, tous les constructeurs étaient présents pour travailler soit sur la moto de 2025, comme Ducati qui s'est beaucoup focus sur sa GP25 par exemple, ou alors pour apporter des upgrades sur sa 2024, sur sa moto donc de cette année, comme KTM par exemple qui avait beaucoup de travail dans tous les sens, ou Honda qui a apporté des upgrades. Alors, tout le monde était un peu déçu à la fin du test, pilotes et spectateurs compris, bien sûr, parce que Honda n'a pas ramené une toute nouvelle moto, un tout nouveau concept, mais seulement quelques améliorations sur le châssis et un nouveau package aérodynamique. Alors, à la fin des tests, les pilotes étaient satisfaits des améliorations apportées, mais c'était clairement pas assez à leurs yeux et ça s'est retrouvé sur la piste en début de week-end et aussi pendant les tests, on l'a vu, la Honda est encore à la traîne très clairement en termes de rythme, mais bon, c'est vrai qu'on voit quand même du positif, ça a amélioré la moto, le comportement général Zarco le ressent, notamment dans le Courvonnet, une moto plus stable, une moto plus facile, qu'on peut plus jeter à haute vitesse et donc il y a du positif pour Honda, je tenais à le souligner. Un grand bravo aux pilotes qui ont réalisé une course parfaite en exploitant le maximum du potentiel de la moto, en étant intelligent, en réalisant les bons dépassements. Donc un grand bravo à Juan Mir, Marini et Johann Zarco qui ont su dépasser des pilotes comme Jack Miller par exemple. Bon, Miller, on peut en parler, il avait un gros problème de vibration sur sa moto, mais dans tous les cas, ils sont devant KTM. Malgré le bon week-end de Honda, peu de choses à dire forcément. On ne les a absolument pas vus à l'écran. C'était compliqué d'avoir des nouvelles et tout, même si on pouvait avoir les on-board, les chronos en direct, les dépassements tout de même. Mais bon, c'était difficile dans l'ensemble. De l'autre côté, l'autre constructeur Yamaha, c'était très bon aussi, notamment grâce à un Fabio Quartararo, un pilote à qui je fais des éloges depuis quelques courses maintenant, malgré le fait que ce ne soit clairement pas mon pilote préféré sur la grille, mais dans tous les cas, Fabio Quartararo nous réalise des performances monstrueuses sur cette Yamaha. Je n'ai absolument rien d'autre à dire de plus que monstrueuse, forcément. Alors normalement, tu te bats avec ta moto et contre les autres pilotes. Vous êtes équipiers, mais Quartararo se bat contre sa moto et contre les autres pilotes. Donc c'est compliqué car oui, pour vous, il était 5e. Pour moi, dans mon livre, dans mon cœur, il est noté en tant que 5e à l'arrivée. Mais c'est vrai que cette panne d'essence dans le dernier secteur va lui retirer 2 positions et arriver du coup 7e malheureusement. Bon, effectivement, ça ne change rien à la philosophie de la course. Yamaha, ils savaient, ils avaient le potentiel là pour être top 5. Alors bien sûr, encore une fois, on profite des faits de course de devant. Mais là, c'est pas comme Honda. Là, c'est pas pour aller grappiller des points. Là, c'est pour aller grappiller carrément un top 5. Donc, on est clairement sur une évolution. Alors, on fait attention, on ne s'enflamme pas. Car on a fait beaucoup de tours à Misano. On a apporté quelques upgrades, ça je l'ai dit dans le BRK précédent sur la Yamaha. Donc on a pu faire des réglages très précis. Le pilote est très précis. On le sait, Fabio Quartararo, dans ces conditions-là, il y a peu de pilotes qui sont meilleurs que lui. Donc bon, très bon week-end dans l'ensemble. À voir en tournée asiatique si ça se confirme parce que ça va être des ambiances, des circuits, des températures très différentes. Donc va falloir adapter tout ça. Mais là, franchement, on ne peut qu'être satisfait de la performance générale de Fabio Quartararo dernièrement, car son tour qualif le met dans une position idéale, un tour qualif parfaitement exécuté, forcément. On le sait avec la Yamaha, c'est compliqué de doubler, et là, Quartararo qui se facilite la tâche en déployant tout son talent et son potentiel sur un tour parfaitement exécuté. Donc voilà, Yamaha a fait l'annonce d'un V4 pour remplacer son 4 cylindres en ligne crossplane.
Comme Quartararo l'a dit, je le dis aussi, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas si ça va fonctionner mieux avec un V4, mais c'est vrai qu'on peut tenter. Après, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer tout ça? Je ne sais pas. En même temps, quand on voit que le moteur, ce n'est pas encore le plus puissant, ce n'est pas le meilleur, et en plus, il consomme énormément, on peut se dire c'est une bonne idée de changer en sachant que ce moteur actuellement n'a rien pour lui. Donc pourquoi pas se tourner vers un V4? Mais c'est dommage parce que c'est une page historique qui se tourne. J'essaierai d'en faire une vidéo, mais dans tous les cas, merci et bravo Fabio Quartararo. Merci, merci, merci. Après les constructeurs japonais qui nous ont régalé ce week-end avec Quartararo, Juan Mir, forcément, Aprilia, c'est un peu dans la même histoire que KTM. Alors pour le coup, c'est beaucoup moins raté parce que eux, leurs pilotes restent sur leur roue. Donc c'est un point déjà beaucoup plus positif. Et en plus, ça met 3 motos dans le top 10. Alors pas forcément de la plus belle des manières, mais c'est à souligner tout de même parce que d'habitude, quand ça arrive, je le souligne. Donc là, 3 motos dans le top 10. Oliveira, Espargaro, Viñales. C'est pas mal. Alors c'est un week-end transparent de la part de Aprilia. La performance n'était clairement pas au rendez-vous. On a toujours ce manque de grip général. La moto est très compliquée à piloter. C'est très compliqué d'aller chercher les dépassements. Donc pour le cas Aprilia, je n'ai pas grand-chose à dire car les qualifications n'ont pas été exceptionnelles. Donc ça leur a pas permis de se mettre au devant de la scène. Et après, de toute manière, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils étaient devant en sachant qu'ils n'auraient pas pu doubler et que les Ducati KTM, ça allait quand même vachement vite. Donc voilà, là le gros problème c'était notamment le grip général sur la moto et l'incapacité pour les pilotes de doubler dû à un manque de performance générale de la moto. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire que ça. Donc voilà, les pilotes quand même prennent un top 10, ça limite la casse. C'est ce qu'on attend des pilotes quand ils sont en difficulté, contrairement à des pilotes comme Acosta et Binder qui pour le coup, eux sont allés prendre de très gros risques alors qu'ils n'étaient pas en difficulté. Au lieu d'essayer de ramener un petit résultat convenable en étant par exemple dans le top 5, ce qui était largement faisable pour les deux pilotes qui plus est aujourd'hui. Mais bon, passons. Là, pour le coup, désolé les fans d'Aprilia, je n'ai absolument rien à dire. Si vous avez de quoi compléter cette analyse, pourquoi pas. Mais rien ne me semble très pertinent au vu du week-end. Il y a toujours de la difficulté. Attention à la tournée asiatique. On le sait, Aprilia est toujours en difficulté sur cette partie de saison. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon en sachant que la difficulté a commencé même avant la tournée asiatique. Là, avec les conditions qu'on va avoir au fur et à mesure des circuits, entre les motos qui vont beaucoup chauffer, de la pluie qui va sans doute arriver, des conditions de piste très compliquées qui peuvent venir tuer tout un week-end, là, Aprilia va vraiment falloir s'activer, que les ingénieurs trouvent des réponses et que les mécanos soient vraiment d'attaque pour régler la moto aux petits oignons parce que vraiment, ça va se jouer sur des détails pour trouver du grip et trouver de la performance sur certains week-ends. Voilà, passons à Ducati, forcément, comme d'habitude. Ducati, nous reprenons tous petit à petit nos bonnes habitudes. Top 3 Ducati, top 5 Ducati, 99% du temps à l'écran Ducati. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À domicile, c'est parfaitement réalisé. C'est une réussite plus que totale. Champion du monde, constructeur déjà, on n'est même pas encore en tournée asiatique. Alors normalement si on l'avait commencé avec le Grand Prix d'Inde, mais du coup pour le coup là ça ne l'a pas fait. Avant même la tournée asiatique, c'est peut-être un record dans l'histoire, mais avant même la tournée asiatique, Ducati est champion du monde constructeur, bon avec 8 motos, les meilleurs pilotes, la meilleure moto, forcément c'était logique, mais bon tout de même à souligner. Bientôt le championnat écurie parce que bon Bastianini, Bagnaia, ils sont en train de rouler sur la concurrence. Et voilà, 100e victoire en MotoGP pour Bastianini, pour Ducati, obtenue par Bastianini. 100e Grand Prix pour Francesco Bagnaia. Donc voilà, on a pu fêter l'histoire chez Ducati. On fête le championnat du monde constructeur une nouvelle fois gagné pour la 5e année consécutive. 5 motos aux 5 premières places à Misano. On peut dire que c'est un week-end plus qui réussit, même si le fer de lance de Ducati est au tapis. Et ça, on en parle tout de suite parce que ça fait mal à Francesco Bagnaia au championnat, pour Ducati officiel et voilà, pour toute son écurie. Parlons des pilotes. Alex Marquez. Alex Marquez, il part bon dernier avec un tour raté en qualif, une chute si je ne dis pas de bêtises. Voilà, après il n'arrive pas à repartir directement, les tours sont pas bons. Pas de souci là-dessus, il part dernier. 9e à l'arrivée.
9e à l'arrivée. 21e, 9e. Pas une seule seconde à l'écran. On le voit, hein, un bon départ, un bon début de course, ça va vite, ça gratte des positions. On ne l'a pas vu à l'écran, donc un grand bravo. Hein. Forcément, là, ça ne peut que se féliciter. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et là, j'en veux aussi un petit peu à la réalisation qui ne nous a absolument rien montré d'autre que les Ducati. Et ce, sur tout le week-end. Donc, c'était un peu décevant. Mais bon, Alex Marquez, donc très bon. Fabio Di Giannantonio, blessé malheureusement, en difficulté avec des douleurs. Ça, ce n'est pas grave. Petite déception pour ma part sur Franco Morbidelli que j'attendais jouer le podium comme la course précédente. Malheureusement, rien de tout ça n'a été fait par Franco Morbidelli. Un peu plus de difficultés sur ce week-end. Tout le monde était vachement rapide aussi autour de lui. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Marco Bezzecchi, très bon Marco Bezzecchi. En plus, avec un choix de pneus différent de tout le reste de la grille. Médium à l'avant, soft à l'arrière. Le seul pilote avec un pneu soft. Et il a maintenu ça toute la course derrière Marc Marquez. À un moment, j'ai cru qu'il pouvait aller le chercher. Bon, c'était compliqué. C'était un peu se voiler la face, notamment que Marc Marquez n'était pas à 200%. Voilà pour Ducati. Parlons du top 4 au championnat. Comme d'habitude, les BRK s'enchaînent, se répètent et sont identiques. Le top 4, commençons par Marc Marquez, 3e. Un bon week-end en général. On l'a vu, pas la performance des 3 pilotes de devant avec les GP24. Mais dans tous les cas, il était le meilleur des autres. Et cette phrase est très bizarre quand on parle de l'octuple champion du monde, Marc Marquez, le meilleur des autres. Comment ça, Marc Marquez est le meilleur des autres? Donc voilà, c'est un peu étonnant. C'est vrai que ça fait bizarre de le dire. Mais dans tous les cas, c'est la réalité, c'est ce qui s'était passé. Et j'ai envie de dire quelque chose. Peut-être que ça va faire débat, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Marc Marquez, avec une GP24 actuellement, dans un week-end comme celui-ci, tient le rythme de Martin Bastianini et de Bagnaia? Parce que je vois tous les fans de Marquez s'exciter, dire oui, et tout ça avec une GP23, le seul pilote avec une GP23 capable de les tenir. Je ne l'ai absolument pas vu tenir qui que ce soit sur ce week-end. Si quelqu'un veut bien me contredire, ça je suis d'accord. Alors oui, il n'était pas à 200%. Peut-être qu'à fond, Marquez, il n'est pas à 8 secondes, mais il est à 4 secondes, 3 secondes. Mais est-ce qu'avec une GP24, vraiment, Marc Marquez joue la victoire premier degré directement? Ça, je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'on minimise un peu trop la vitesse pure de Bastianini, Martin et Bagnaia parce que ces pilotes vont vraiment très vite. Et donc, j'aimerais qu'on remette un peu dans le contexte parce que les fans Marquez, ils sont peut-être un petit peu trop obnubilés par leur pilote. Même si, bon, je suis d'accord, ses performances et l'année prochaine avec les GP25, je n'ai aucun doute qu'il va jouer le titre. Mais là, ses performances sont très bonnes. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il lui manque un truc pour retrouver sa domination. Et aujourd'hui, il n'est plus un pilote dominant. Il n'est plus le pilote le plus rapide sur la grille en termes de vitesse pure et dure. Donc voilà, je voulais juste mettre ça entre parenthèses. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite parenthèse. Et parlons forcément du top 3, même si Bagnaia n'est pas du tout dans le top 3 du coup. Francesco Bagnaia pour commencer avec ses 3 pilotes. Eh bien, c'est une chute. Alors, la course était très compliquée pour Bagnaia. On va mettre ça sur la qualité du pneumatique parce que oui, un pneumatique qui ne fonctionnait pas. On le voit dès le début de course se faire attaquer par Martin, dépasser ensuite par Martin, se faire attaquer par Bastianini, dépasser ensuite par Bastianini. Il est même rejoint par Marc Marquez un moment pendant que les deux autres prennent la distance. Et à partir du 15e tour, le pneu se met à fonctionner. Un cas très particulier que les autres pilotes n'arrivent pas à décrire, expliquer. On attend peut-être des explications supplémentaires de la part de Michelin qui pourrait peut-être nous fournir quelque chose. Mais bon, un défaut de fabrication, ça peut arriver. Une gomme qui n'a pas été bien chauffée, je sais pas, la carcasse du pneu qui n'est pas forcément bien travaillée, que ce soit de Michelin, de Ducati ou de la part de Bagnaia. Une erreur peut si vite être arrivée et ces pneus sont très techniques, sont très compliqués. Donc forcément, des micro-détails peuvent influer sur la performance et de manière énorme. Et on l'a vu aujourd'hui, 15 tours impossibles à rouler. Et malgré tout ça, à la fin de ces 15 tours, il retrouve du grip, de la performance et enchaîne les meilleurs tours. Et va même jusqu'à chercher le record du tour pendant la course. Donc voilà, c'est dommage. En plus, il le dit lui-même, pendant son freinage au moment de sa chute, il n'avait même pas freiné si tard que ça. Pourtant, j'ai l'impression qu'il arrive quand même vachement vite dans Quercia. Mais bon, c'est pas grave. Il disait qu'il avait freiné 15 mètres avant son point de freinage de son meilleur tour. Donc, je n'ai pas trop saisi pourquoi il était tombé. Un pneu avant qui chauffe sans doute, un pneu avant qui est usé, un pilote qui est un peu usé. Ça peut jouer à des micro-détails. Hein. 1% de freinage en plus, quelques centimètres hors trajectoire. C'est des choses comme ça qui font des chutes. Mais c'est vrai qu'il tombe très tôt
très vite. L'avant, il bloque, il croise directement. Donc voilà, ça chute pour Bagnaia qui prend 24 points de retard au championnat. C'est clairement pas fini, notamment que Bagnaia est très très bon en tournée asiatique notamment. Donc on est clairement loin d'une fin de championnat. Mais c'est vrai que là, la pression va bien plus sur les épaules de Bagnaia que sur celle de Martin, avec une course parfaitement maîtrisée pour le pilote espagnol. Et ça, on parle de ce duel maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, en termes de rythme pur, énormissime, rien à dire. On est sur du 1,31 très bas, on est pas loin des 1,30, on est sur un rythme vraiment phénoménal, aucune gestion des pneumatiques, ils ont réussi à tenir tout ça pendant toute la course. Mais je veux parler des 3-4 derniers tours de Martin qui est à montrer dans toutes les écoles de pilotage au niveau de la défense, des trajectoires parfaitement fermées, des réaccélérations juste bien exécuté pour ne pas que Bastianini puisse le réattaquer. Et donc, Bastianini n'avait absolument aucune ouverture. Et donc, on en vient à ce dépassement final de la part d'Enea Bastianini dans le virage numéro 4 Rio. Oui, c'est musclé, c'est plus que musclé. Bastianini se fait son chemin de toute manière, il l'a vu, hein, il n'y avait aucune opportunité à part tenter ici dans le 4-5-6 où il était plus rapide que Martin. C'était le seul endroit pour dépasser. Il y va fort. Mon avis personnel, c'est que la direction de course a bien jugé ça. C'est un fait de course, pas de pénalité, ça continue et on fait ça. Mais c'est vrai que c'était plus que limite. Pour moi, on est à la limite de l'acceptable. Un tout petit peu plus et c'était pas acceptable. Alors Bastianini, tous ceux qui vont comparer déjà aux règles de la F1 entre il sort le pilote de la piste, ceci, cela, il prend pas le virage. Déjà, ce n'est pas les mêmes sports parce que j'ai vu des comparaisons qui n'avaient rien à voir et ce n'est toujours pas le même sport du coup. Donc, il faut se référer au règlement de la MotoGP. Et en revoyant les actions, je pense que vous le voyez, Bastianini aurait pu rester sur la piste en soi. Il était dans le contrôle de sa moto sur la fin. Alors, le dépassement, est-ce qu'il est vraiment contrôlé ou pas? Non, parce que Bastianini le dit lui-même, il est surpris de voir Martin autant fermer la porte, autant fermer la trajectoire. Donc, Bastianini plonge et pour plonger, vous devez un tout petit peu relâcher les freins, pencher la moto et forcément, bon, bah là, le freinage est beaucoup moins performant, beaucoup moins efficace et le contact était quasiment inévitable, mais dans tous les cas, Bastianini, on le voit, il serait resté sur la piste. Alors, il n'était plus du tout sur la trajectoire idéale ou sur même une trajectoire quelconque, il n'y avait plus rien de tout ça, mais il aurait pu rester sur la piste s'il ne se tournait pas pour regarder si Martin était toujours vivant après une attaque un peu kamikaze. Au final, ça s'est bien passé, il y a plusieurs points de vue. Marquez dit que ça méritait une pénalité qui était drop one position, donc ça veut dire que Bastianini aurait fini deuxième et Martin aurait repris la place. Admettons que la FIM aurait mis une pénalité de 3 secondes pour Bastianini. Eh bien, Martin n'aurait même pas pu voir en fait l'utilité de cette pénalité vu qu'il a totalement abandonné dans le dernier tour. Voilà. Ce que je suis content, c'est là où je suis content, c'est qu'il n'y a pas eu de pénalité pour Martin et ses gestes d'humeur. Ça arrive forcément, tu joues la victoire, ta course est quasiment parfaite, tes défenses étaient plus que réussies et c'est Bastianini qui vient au forcing prendre la première position. Donc, je suis content qu'il n'y ait pas eu de pénalité ni pour Martin ni pour Bastianini. C'est vrai, c'était limite, mais en même temps, faut pas non plus oublier tout ce qui s'est passé auparavant, tout ce qui se passe actuellement. Si Bastianini ne peut pas tenter ce genre de dépassement, aucun dépassement ne va être tenté en fin de saison. Enfin, ça n'aura aucun sens. Je peux en parler pendant 2 heures. Je pense que ce dépassement était correct en termes de règlement, on va dire, en termes de course. Il n'était pas si correct que ça en termes de fair play, de gentleman agreement, tout ce que vous voulez, parce que c'est pas un beau dépassement, on peut pas le dire comme ça. Mais dans tous les cas, je pense que le dépassement est bon pour tous ceux qui étaient en pleine polémique. Moi, c'est mon avis personnel. Dites-moi si vous pensez autre chose. Mais, moi, je suis plutôt satisfait de la décision et ça fait une victoire pour Enea Bastianini, ce qui me régale. Passons à la Moto 3, Moto 2. En Moto 2, si vous voulez une course comme la course sprint en MotoGP, mais allez regarder la course. Franchement, peu de dépassements, peu de ceci, peu de cela, mais les derniers tours étaient juste monstrueux. Je me suis régalé dans cette course de Moto 2. Ça a mis du temps à se construire, ça a mis du temps à arriver, mais en fait, le suspense, l'adrénaline, la pression montait petit à petit. Et alors, on a eu un final magistral
Celestino Vietti, Arbolino, Aaron Canet, merci, bravo pour cette course Moto 2 qui était une des meilleures courses, je pense, peut-être pas de tous les temps, n'allons pas abuser, mais tout de même en Moto 2, c'est rare d'avoir un spectacle et une tension comme ça. Alors ces 3 pilotes qui ne jouent actuellement pas du tout le championnat, c'est encore jouable mathématiquement parlant, mais bon, très clairement, c'est compliqué pour les 3 pilotes. Mais quelle course, quelle victoire sur la ligne de Celestino Vietti, Arbolino qui a quelques petits problèmes de passage de vitesse dans les derniers tours, Vietti qui a des problèmes avec ses pneumatiques, qui perd un peu d'adhérence, on le voit, beaucoup d'erreurs. Et à la fin, le pilote à domicile de la VR46, c'est le seul pilote VR46 d'ailleurs qui va gagner ce week-end. Incroyable. Merci Celestino Vietti. Quel plaisir pour KTM de revenir sur la première marche du podium. Alors oui, il l'avait fait un peu plus tôt dans cette saison. Mais c'est bien, on voit de la régularité. Et Misano, la première course, ça a été un grand échec. C'était une honte, enfin une honte, entre guillemets. Mais c'était vraiment dommage pour Vietti. Et là, il se rattrape de la plus belle des manières avec une course juste phénoménale. En Moto 3, très bonne course aussi, même si c'est vrai que c'était assez calme. C'était pas la course la plus folle de la saison là pour le coup. David Alonso, parfaitement exécuté, très bien réussi, des bonnes défenses, des bonnes attaques. On l'a vu la semaine dernière, il s'est fait surprendre, enfin il y a 2 semaines, il s'est fait surprendre, bousculer dans les derniers tours et tout ça. Cette fois-ci, il a retenu la leçon, il s'est bien positionné, les bonnes attaques, les bonnes défenses. Et donc voilà, victoire de David Alonso, bonne célébration. Comme d'habitude, ce pilote nous régale. Hâte de voir son évolution en Moto 2 l'année prochaine quand il sera champion du monde Moto 3 à la fin de cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Théo. Je vous dis à dans une semaine car là, on fait face à un triple header. Donc, ça veut dire 3 courses à la suite sur 3 semaines. Ça va être intense, ça va être rapide. Va falloir voir tout ça. Donc, à la prochaine en Indonésie, à Mandalika. Ciao. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me parler du week-end.